Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, un nouveau témoin sera entendu lors du 4e procès en assises du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Pour ce témoin, le coupable n'est pas Francis Holm, mais Henri Leclerc, suspecté il y a 28 ans. Vous entendrez les premières réactions à seulement 2 jours de ce procès. Le second tour des élections municipales, principal enjeu demain, l'abstention. Plusieurs commerçants ont décidé d'encourager les électeurs à voter. À Calais, par exemple, un boulanger offrira une baguette citoyenne. Plusieurs associations et syndicats ont manifesté aujourd'hui pour protester contre la reprise des expulsions locatives. Mardi, ce sera la fin de la trêve hivernale. À cette occasion, nous verrons ce que change la loi Duflot pour les locataires. Dans ce 19-20 aussi, le témoignage de 2 jeunes diplômés qui ont totalement changé de voie. Marie et Delphine sont apprenties, leur CAP en poche. Elles sont presque assurées de trouver du travail dans le secteur de l'artisanat. Enfin, vous découvrirez la dernière création de Marie-Claude Pietragala avec des effets spéciaux en 3D. Cela a nécessité 2 ans de travail avec des ingénieurs. Ce très réjouissant monsieur et madame Rêve part en tournée. Il s'agit de l'une des plus longues énigmes criminelles. Qui a tué Cyril et Alexandre, 2 petits garçons de 8 ans à Montigny-lès-Metz? Un 4e procès en assises s'ouvre lundi et un tout nouveau témoin, je vous le disais, sera entendu. Pour lui, Francis Holm, qui sera dans le box des accusés, n'est pas coupable. Il désigne un autre homme bien connu dans ce dossier, Nathalie Pérez. Voici Henri Leclerc. Il est le 3e homme dans l'une des plus mystérieuses affaires judiciaires du XXe siècle. À 2 reprises, il va avouer les meurtres de Cyril et Alexandre en 86 à Montigny-lès-Metz, avant d'être mis hors de cause par la justice. En 2002, il clamait encore son innocence. J'ai la conscience tranquille, j'ai rien plus. J'ai pas tué des gosses, je les connais même pas. Hein? Alors je dis, qu'est-ce que vous voulez m'accuser d'une chose que je n'ai pas fait? Hein? Vous avez avoué pourtant. Oui, bah ça, c'est des conneries que j'ai racontées pour qu'ils arrêtent de m'emmerder. Pourtant, aujourd'hui, 28 ans après les faits, un conducteur de train affirme avoir vu Henri Leclerc depuis sa locomotive le jour du drame. Il était couvert de sang et errait sur la voie ferrée. Un témoignage qui exaspère son avocat. Ce témoin qui se serait tué pendant 28 ans, se serait tué au lendemain de ce double meurtre et se serait tué aussi lors de la condamnation de Patrick Dils et qui retrouve la mémoire 28 ans après, ça n'a aucune crédibilité. Et en ce qui concerne Henri Leclerc, je trouve que c'est scandaleux de le salir à nouveau. En 1986, Henri Leclerc et Francis Holm vivaient à Montigny-lès-Metz et se trouvaient sur les lieux du drame. L'enquête va également révéler que les 2 hommes se connaissaient. Aujourd'hui, l'avocat de Francis Holm reste prudent. C'est le témoin qui tombe du ciel, mais qui va tout à fait dans ma ligne de défense. Je ne dis pas qu'il soit coupable, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas un pourvoyeur de gibet, mais je dis que M. Henri Leclerc doit apporter des précisions, car manifestement, il est terriblement mis en cause. Après Patrick Dils, acquitté au 3e procès, Francis Holm, appelé à comparaître lundi, les regards se tournent maintenant vers Henri Leclerc, mais pas sûr que ce témoignage si tardif puisse lever le voile sur l'assassinat de Cyril et Alexandre. Ce matin, 2 corps sans vie ont été retrouvés sur une plage de l'île de Sainte-Marguerite au large de Cannes. Il s'agit des corps de 2 hommes, 2 quadragénaires. La cause accidentelle est privilégiée. Leur bateau retrouvé échoué aurait heurté une ferme aquacole. Cette histoire qui a fini à présent par prendre des proportions rocambolesques parce qu'il portait des écouteurs dans une gare. Un jeune de 16 ans a été verbalisé à Reims. L'addition est lourde désormais. Sylvain Lequesne. Les parents d'Anthony ont toujours du mal à y croire. Ils ont reçu cette amende plutôt salée de 300 €. Un agent SNCF a verbalisé leur fils de 16 ans. Son délit, avoir traversé la gare de Reims avec autour du cou des écouteurs de téléphone portable. On juge cette verbalisation excessive. La SNCF demandait 45 € à Anthony sur place. Comme il ne pouvait pas payer, ça s'est élevé tout de suite à 75 €. 75 € pour des écouteurs, enfin, c'est juste aberrant, quoi. Et donc, vous écrivez une lettre voilà. fermée
Et alors C'est après, qu'est-ce qui se passe? Après, pas de réponse jusqu'en ce début d'année. Au 16 janvier 2014, on reçoit une lettre des impôts disant que l'amende était passée à 375 € et réduite à 300 € si on payait sous les 30 jours. Pour justifier l'amende, la SNCF s'appuie sur un décret de 1942, l'article 74. Il est interdit à toute personne de faire usage dans les voitures, dans les salles d'attente, sur les quais, d'appareils ou d'instruments sonores. Pour l'UFC Que Choisir, saisie du dossier, la SNCF a commis un abus. Sur le fond, quand même, c'est ridicule. Vous regardez ce qui se passe à la gare, vous allez voir un jeune sur deux avec un casque. Vous regardez autour de vous, c'est très simple. Donc, je pense qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y ait eu une erreur, toute banale, et puis on ne veut pas dire on revient en arrière, et on ne veut surtout pas déjuger la personne qui a dressé le procès verbal. Les parents d'Anthony refusent toujours de payer l'amende et se disent prêts à porter l'affaire en justice. Le premier enjeu du scrutin de demain sera l'abstention. Elle a atteint un niveau jamais vu au premier tour. Cela a pu choquer. On ne compte plus les initiatives pour convaincre les électeurs d'aller voter. Celles-ci sont les plus originales. Elles devraient rencontrer un certain succès à Montpellier comme à Calais. Florence Mathieu. Une baguette contre un vote. Une initiative citoyenne. À voter, voici vos baguettes. L'idée est née dans la tête de ce boulanger de Calais, déçu par l'abstention au premier tour des municipales. Je vais faire quelque chose. Je propose donc une baguette offerte pour l'achat de sa baguette quotidienne aux gens qui se présenteront dimanche avec leur carte d'électeur dûment tamponnée du vote du jour. À Calais, la semaine dernière, 44% des électeurs n'ont pas voté. Alors, ce dimanche, Jean-Michel Coulon veut tenter de ramener les habitants de sa commune aux urnes. C'est dommage qu'il faut donner du pain pour que les gens aillent voter. C'est ça qu'il faut retenir. Mais à l'inverse, c'est très bien cette initiative. C'est pas l'attrait de la baguette qui vous pousse à voter? Ah non, pas du tout, non. Je dois y aller dimanche, donc il faut y aller, c'est tout. Baguette ou pas baguette? Baguette ou pas baguette. Joli coup de pub ou initiative salutaire, la contribution du boulanger se veut modeste, mais citoyenne. Si ça, on décide juste, une dizaine, ça sera toujours 10 votes en plus pour le deuxième tour. L'idée a en tout cas fait son chemin jusqu'à Montpellier où elle a été reprise. Dans cette brasserie, c'est un café offert en échange d'une carte d'électeur tamponnée. C'est super sympa comme initiative. D'ailleurs, ça va m'inciter à aller voter, moi. C'est vrai. Il y a une semaine à Montpellier, l'abstention atteignait le chiffre record de 48%. La participation sera l'une des clés du scrutin demain. À la veille du scrutin, il est bon de rappeler quelques chiffres. D'abord, tous les bureaux de vote ouvrent leurs portes dès 8 h demain matin. Pensez au changement d'heure. Béatrice Gelot. Demain, beaucoup d'entre vous n'iront pas dans l'isoloir. Seuls 18% des villes sont concernées par ce second tour, ce qui représente 40% des électeurs. Car dans 82% des communes, le maire a déjà été élu, comme par exemple ici, Alain Juppé, à Bordeaux. On votera donc dans 6 455 communes sur les 36 700 en France. Ça fait quand même plus de 201 000 candidats. Pour ce second tour, on assistera à 986 triangulaires, 207 quadrangulaires et scénario peu commun à 16 quinquangulaires et une sexangulaire en Polynésie française, c'est-à-dire une élection avec 6 candidats. Enfin, 5 communes n'auront pas de candidats. De nouvelles élections y seront organisées dans 3 mois. S'il n'y a toujours pas de maire, ces communes pourront être fusionnées avec d'autres. Les électeurs le savent, il y a une règle absolue, la confidentialité du vote. Or, pour la première fois, dimanche dernier, plusieurs milliers de personnes ont posté sur les réseaux sociaux des photos d'elles-mêmes prises au moment de voter. Ces autoportraits appelés des selfies sont-ils pour autant illégaux? Pierre-Yves Salic, Noureddine Tar. A priori, c'est une nouvelle tendance combinant narcissisme et devoir électoral. Je vote et je le montre sur les réseaux sociaux. Le selfie dans l'isoloir, le selfie-isoloir est toléré. Le ministère de l'Intérieur ne le recommande pas, mais ne pourrait l'interdire. La difficulté, c'est justement qu'on est aujourd'hui dans une modalité pratique de vote avec un isoloir clos et que, encore une fois, contrôler les gens dans cet isoloir, ce serait contrevenir de la même manière au secret du vote. Donc on n'a pas de moyens, si ce n'est qu'inciter les gens à ne pas le faire. Seul un trouble à l'ordre public autoriserait le président du bureau à vous demander de poser votre smartphone. Dans ce bureau de vote, les portables sont seulement interdits
pour téléphoner, mais rien ne vous empêcherait finalement de violer le secret de votre vote et d'influencer d'autres électeurs. Cela dit, sur la toile, le self-isoloir est plutôt utilisé enveloppe fermée comme une arme anti-abstention. Aujourd'hui, on sait que l'abstention est fort, mais qu'il est encore plus fort chez les jeunes. Et notre réflexion était la suivante: comment essayer de sensibiliser les jeunes? Et donc, on s'est retourné vers les nouvelles technologies, ce qu'utilisent justement les jeunes. Et c'est notre façon à nous d'essayer de les toucher un peu plus que de façon classique avec des affichages ou des campagnes sur le net ou ailleurs d'ailleurs. Vous pouvez immortaliser votre premier vote si cela vous motive et vous amuse. Attention à ne pas trop vous laisser distraire. L'idée est quand même d'élire votre maire sans prendre 10 minutes à vous mitrailler dans tous les sens. Oui, vous n'êtes pas seul. Oui, nous espérons que vous serez aussi nombreux qu'au premier tour à vivre sur France 3 ces élections municipales. Demain dès 19h, vous retrouverez Carole Gessler, Francis Letellier, Michel Dumorel, le chef du service politique. Toutes nos rédactions sont mobilisées. La soirée électorale s'annonce longue et au plus près de chez vous. Comme au premier tour, les utilisateurs de Twitter peuvent recevoir directement le résultat de la commune de leur choix. Comme au premier tour, tous les résultats, minute par minute, sur france-tv-info.fr. Nous l'avons appris en toute fin d'après-midi, des discussions sur la crise ukrainienne vont avoir lieu demain soir à Paris. Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères. Je rappelle que les présidents Vladimir Poutine et Barack Obama se sont parlé hier au téléphone pour envisager une sortie de crise. Il s'agit d'un virus mortel, extrêmement contagieux, le virus Ebola est en train de frapper plusieurs pays d'Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal a décidé de fermer ses frontières avec la Guinée. Carole Coelho. Enterrement d'une victime tuée par le virus Ebola. Les fossoyeurs avec un maximum de précautions car le risque de contamination est élevé. En Guinée, on compte 70 morts depuis le début de l'année. Les populations sont un peu inquiets, mais tout ce qu'on peut demander, ce n'est pas céder à la panique. J'ai peur parce que moi-même, ça me concerne. Le virus Ebola est l'un des pires au monde. Ses symptômes sont impressionnants. La maladie est caractérisée par une attaque soudaine de fièvre qui peut entraîner des hémorragies internes. Le taux de mortalité peut monter à 90%. Pour le virus Ebola, il n'existe pas de vaccin, il n'y a ni remède ni traitement. Le virus pourrait se transmettre par des chauves-souris. Il passe des animaux aux hommes par les sécrétions, le sang, les urines, les selles. Les pays voisins de la Guinée sont très inquiets, ce qui n'est pas le cas en Europe. Ce risque est très faible aujourd'hui, par exemple en France, parce qu'on met en place des mesures de prévention importantes et que si jamais il y avait un cas qui avait de la fièvre et des symptômes, on le repérerait. En 38 ans, le virus Ebola a fait 1500 morts, ce qui est très loin des 660 000 Africains tués chaque année par le paludisme. Mais la menace est prise au sérieux. L'Union européenne va donner 500 000 € pour endiguer l'épidémie. 3 semaines après la disparition du Boeing MH370, 3 nouveaux objets ont été repérés par un avion chinois au large de l'Australie. Auparavant, une dizaine d'objets flottants, dont le plus gros mesure 8 mètres sur 4, ont été détectés par un satellite japonais. Aucun débris n'a encore été récupéré, mais plusieurs navires doivent atteindre ce week-end cette nouvelle zone de recherche. Dans l'actualité aussi, les premiers mariages homosexuels ont été célébrés en Angleterre et au Pays de Galles. Si le mariage pour tous a provoqué des mois de tension en France, il n'en a rien été outre-Manche où l'opinion publique est majoritairement favorable. C'est un jour historique, a écrit dans un tweet le Premier ministre britannique David Cameron. Le mariage homosexuel est désormais légal dans 15 pays. Les Français qui ont les plus grandes difficultés à payer leur loyer sont de plus en plus nombreux. La trêve hivernale des expulsions locatives prend fin le 31 mars au soir et non plus le 15 mars. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris à l'appel d'associations comme le DAL et des syndicats pour dénoncer les loyers trop chers et la pénurie de logements abordables. Les manifestants ont rappelé que le logement
est un droit. Dans ce contexte, le gouvernement tente d'encadrer les loyers. La loi Duflot, validée par le Conseil constitutionnel, a été publiée au journal officiel. Luc Lacroix et Marie-Pierre de Gors nous rappellent les grandes lignes d'une loi qui veut faire évoluer les règles du marché locatif. C'est la mesure phare de la loi sur le logement, l'encadrement des loyers pour limiter les excès. Dans les grandes villes, un loyer de référence va être fixé en fonction du prix du marché dans chaque quartier, avec un principe, un propriétaire ne pourra pas le dépasser de plus de 20%. Insuffisant pour les associations de défense des locataires. Il y a trop d'exceptions, à tel point que la règle laissée aux bailleurs, c'est la possibilité d'invoquer une exception de principe à la loi, ça ne peut pas tenir debout. Pour trouver un logement, il faut souvent fournir de très nombreux documents. À l'avenir, leur liste sera fixée par un décret d'application, tout comme le contrat de bail sur lequel devra figurer le loyer du locataire précédent et le loyer médian de référence. Objectif, éviter les trop fortes hausses. Une fois le bail signé, le propriétaire pourra se protéger grâce à la garantie universelle des loyers. Cette assurance gratuite prend en charge les loyers non réglés pendant 18 mois. Cette mesure ne sera applicable qu'en 2016. Enfin, pour lutter contre l'habitat indigne, les marchands de sommeil condamnés ne pourront plus acheter de biens immobiliers pour une durée de 5 ans. Pour l'instant, ils ne menacent plus d'incendier leur usine. Les ouvriers du sous-traitant automobile Bozal, dans la Marne, vont rencontrer mercredi prochain le sous-préfet, le conseil général, des représentants du groupe. Une rencontre que les 58 employés attendaient depuis longtemps. Je rappelle qu'ils réclament de meilleures primes après la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Reims. Les lycéens ont désormais formulé leurs vœux pour l'après-bac. Beaucoup vont suivre des études supérieures. Or, il est de plus en plus fréquent que des jeunes diplômés décident d'entamer un apprentissage. Le secteur de l'artisanat est l'un de ceux qui recrutent. Jean-Marc Chollet et Jean Bernard ont suivi deux jeunes filles qui ont ainsi changé de voie par passion et par raison. Elle a 23 ans et ce jour-là, elle apprend à dresser le plat du jour. Côte de porc à la franc-comtoise sur purée de brocoli. Marie est apprentie dans ce restaurant de Besançon. Dans quelques mois, elle passera son CAP de cuisine. C'est une vocation pour elle. Pourtant, quand elle passe son bac, elle ne pense pas du tout à s'engager dans cette voie-là. Vous avez toujours été dans la cuisine, vous? Ah non, j'ai fait des études de psycho avant. Après des études universitaires, Marie décide de changer de cap. Pendant 2 ans, elle alterne cours de cuisine dans un centre de formation et apprentissage dans ce restaurant. Je pense qu'il y a peut-être plus de débouchés en faisant un métier pratique, un métier qu'on aime, qu'après 5 ans à la fac, où on sort, on ne sait pas ce que c'est la vie professionnelle, on n'a jamais été dans des situations concrètes. Pendant sa formation, Marie touche 850 € par mois, ce qui lui permet d'assouvir une autre de ses passions, l'équitation. Ensuite, elle envisage de passer un brevet professionnel de cuisine et ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Ouais. Pourquoi pas monter ma boîte? Pourquoi pas se lancer dans l'aventure et puis faire des bons petits plats tous les jours. De plus en plus de jeunes se lancent dans l'artisanat après un parcours universitaire. Delphine a fait des études de management. Elle a même travaillé pendant 1 an avant d'écouter son cœur et de commencer une formation de fleuriste. Elles sont un peu longues. À 17 ans, après le bac, jamais elle n'y aurait pensé. Les branches un peu plus... J'étais pas sûre de ce que je voulais faire, même si j'ai toujours été assez artistique, j'aimais bien le côté artistique. C'est vrai que je préférais quand même passer des diplômes. Même si leur vocation est tardive, ces jeunes ont beaucoup plus de chances de trouver un emploi. Et ils sont très bien accueillis par leur maître de stage. En général, les adultes en veulent, puisqu'ils changent de profession, ils changent d'orientation. Donc, ils sont vraiment ils sont à fond, quoi. L'arrivée de ces jeunes diplômés pourrait donner un nouvel attrait à l'artisanat. Un secteur qui recrute. Sur 40 000 artisans qui partent en retraite chaque année, 5 000 seulement trouvent un repreneur.
Un petit rappel, nous passons à l'heure d'été. Cette nuit, il faudra avancer sa montre d'1 heure, ce qui signifie concrètement que nous perdrons 1 heure de sommeil, un petit peu difficile pour ceux qui travaillent. J'ajoute que dans le monde, comme chaque dernier week-end du mois de mars, des milliers de villes et de villages participent à l'opération 1 heure pour la planète. L'objectif est de sensibiliser l'opinion au changement climatique. Tout à l'heure, par exemple, à 20h30, la Tour Eiffel éteindra toutes ses lumières pendant 60 minutes. Une nouvelle image de la 31e journée de Ligue 1 de football. L'OM s'est déplacé à Sochaux. Résultat, match nul, 1 but partout. Les Marseillais ont égalisé à la 90e minute. Voilà, on voit les deux. Je vous le disais dans les titres, le résultat est magique sous la baguette de Marie-Claude Pietragella. Danseurs et ingénieurs ont mis 2 ans pour monter ce spectacle où les effets spéciaux en 3D sont mis au service de la danse. Monsieur et Madame Rêve va entamer une tournée en France avant de revenir à Paris. Dominique Poncet et Mathieu Auville. C'est un spectacle comme on n'en a encore jamais vu. Un spectacle fascinant qui inscrit la danse dans un univers 3D. Sur le plateau, un couple de danseurs qui va évoluer dans un décor virtuel sans cesse en mouvement. Cette fiction chorée cinématographique est le fruit d'une collaboration inédite entre 2 chorégraphes et une dizaine d'experts de la société Dassault Systèmes. C'est nous qui avons créé l'histoire comme un film avec le synopsis, un storyboard. Et les ingénieurs, pendant ce temps-là, ont commencé à échafauder tous les angles des caméras, les logiciels aussi, parce qu'il faut redécouper l'image. Il y a plus de 200 mètres carrés d'images virtuelles autour de nous. Et puis après est arrivée la 3D, il a fallu s'habituer aux images. Grâce à la science. S'habituer aux images, mais ne pas s'y noyer, pour laisser à la danse sa prépondérance, tout en plongeant le spectateur dans l'univers à la fois onirique et farfelu de l'inspirateur de ce spectacle, l'écrivain Eugène Ionesco. Cette scénographie en 3D nous permettait d'emmener encore plus loin et de réaliser ce que Ionesco aurait adoré faire, c'est-à-dire un sol qui s'effondre, les murs qui s'éclatent, le fait que je puisse danser dans le cosmos sur des astéroïdes. Ça, cet imaginaire-là était possible grâce à la techno. Jusqu'à présent, Dassault Systèmes avait travaillé exclusivement pour l'industrie. C'est sa première collaboration avec un spectacle scénique. Au vu du résultat, sûrement pas la dernière. Ce qui nous intéresse dans ce type de projet, c'est réellement la collaboration multidisciplinaire. Comment mettre l'ingénieur face à l'artiste, face au directeur artistique, et comment finalement de ces collaborations transdisciplinaires, on arrive finalement à créer de l'innovation et à faire avancer le spectacle vivant. Ce spectacle a demandé à ses créateurs 2 ans de recherche, mais le résultat est qu'il embarque chaque spectateur dans un vertige visuel inouï. Il va faire beau tout ce week-end. À elles seules, ces images témoignent de la générosité des températures, y compris dans les Ardennes, un temps idéal pour paresser sur les berges le long de la Meuse. En revanche, le vent, dans le sud-ouest, le vent va souffler très fort. Cette nuit, on attend des rafales jusqu'à 100 km/h. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations que nous avons développées dans ce 19-20. Un nouveau témoin sera entendu lors du 4e procès en assises du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Pour ce témoin, le coupable n'est pas Francis Holm, mais Henri Leclerc, suspecté il y a 28 ans. Ce témoin qui n'a pas parlé pendant ces 28 longues années est peu crédible, selon donc les avocats des parties civiles. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo avec Didier Chaumont, puis tout le sport. Votre dernier rendez-vous avec l'info, le soir 3 à 22h20. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain exceptionnellement à partir de 12h10. Très bonne soirée. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.